bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvel épisode. On va parler de cardio, de grosse poitrine, de perturbateurs endocriniens et de smoothie. Donc voilà les sujets que je vais tenter de décortiquer avec vous aujourd'hui. Donc comme d'habitude, c'est de l'actualité, des actualités plutôt du côté scientifique qu'autre domaine, en fait. J'ai essayé de me baser quand même sur des news, des articles scientifiques, alors vulgarisés bien sûr, mais sur des articles scientifiques. Ceux qui ont vu ce week-end qui se sont connectés sur le site ce week-end ont vu qu'il y avait la FAQ 27 partie 3 qui était disponible. Il devait pas y avoir de partie 3, mais il y avait tellement de questions en fait sur le formulaire que je vous avais envoyé que j'ai fait une partie 3 tout simplement parce que ça me dérangeait de laisser des questions en suspens, voilà. Donc on parle de bien-être, de sommeil, de musculation rapide, donc de s'entraîner rapidement avec pas trop de temps en fait. On parle de chewing-gum aussi. Il y a plein de sujets. Allez voir là dans les notes de l'émission, vous avez le lien pour voir toutes les questions. Donc si vous tapez la 1, 2, 3 d'affilée, ça vous fait un bon. S'il y a rien à regarder à la télé ce soir, vous avez pas mal de contenu là-dessus quoi. Bon. Le podcast, premier sujet, garder la forme pour éviter les troubles du rythme cardiaque et les AVC. Donc, alors c'est une étude qui a porté sur plus de 15 000 personnes et a révélé qu'une bonne condition physique est associée à une moindre probabilité de développer une fibrillation atriale et un accident vasculaire cérébral, donc un AVC. Donc la fibrillation atriale est le trouble du rythme cardiaque le plus courant, touchant plus de 40 millions de personnes dans le monde. On estime qu'un Européen sur 3 développera une fibrillation atriale au cours de sa vie, et les patients atteints de cette affection ont un risque d'AVC 5 fois plus élevé que leur père. L'étude a examiné si la condition physique influençait la probabilité de développer cette pathologie, donc. Et l'étude a inclus 15 450 individus sans fibrillation atriale qui ont été soumis à un test de tapis roulant entre 2003 et 2012. Et chaque augmentation d'une unité MET, donc l'équivalent métabolique, lors du test était associée à une réduction de 8% du risque de fibrillation atriale, 12% du risque d'AVC et 14% du risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc le docteur Shi In-sin Sung de l'Université nationale de Yang-Ming Chiao Tung Taipei à Taïwan, auteur de l'étude, a déclaré cette étude montre que rester en forme peut aider à prévenir la fibrillation atriale et les AVC. Alors, rester en forme, le mot rester en forme ça veut tout et rien dire rester en forme, parce qu'il y en a on se juge en forme en l'absence de maladie, en tout cas de maladie avec des symptômes aigus et visibles et ressentis, on va dire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en forme quand elle fait pas du tout de sport et qu'elle a un travail sédentaire, même si elle n'a pas de mots MAUX, est-ce qu'elle est vraiment en forme? Je sais pas, moi je crois pas. Mais bon, après c'est un avis personnel. Mais bon, en tout cas, ça souligne une chose, c'est que c'est important déjà, ne serait-ce que le cardio, parce que c'est vrai que on a beaucoup de mal aujourd'hui à expliquer pourquoi le sport est bon pour la santé. Surtout à ceux qui ne font pas de sport, parce que vous en êtes convaincus. Il n'y a pas de problème, vous m'écoutez. Vous êtes dans ce bain depuis des années, certainement, ou même vous y mettez là, mais peu importe. Vous êtes conscient des avantages sur la santé de l'activité physique. Il y a toute une tranche de la population qui est réfractaire à l'acceptation des avantages sur la santé de l'activité physique. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de refuser de faire du sport ou de ne pas faire du sport quand on dit ne pas croire aux avantages. On dit oui, mais regarde, lui il faisait du sport, pourtant il a eu tel ou tel problème de santé. Un peu comme ceux qui disent regardez, Jeanne Calment elle a fumé jusqu'à 120 ans. Et
c'est la même chose, si vous voulez. Et moi, je souhaite partager à chaque fois que je vois des nouvelles données sur l'activité physique et la santé, donc les avantages sur la santé, je tiens à les partager parce que peut-être que vous, ça vous parle, mais ça vous surprend pas à ce que je viens de dire, mais ça vous donne des armes pour, par exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes, qui serait à risque au niveau cardiovasculaire, etc., lui dire, écoute, de faire un peu de cardio, donc ne serait-ce que du tapis roulant, là, comme dans l'étude, ça pourrait améliorer, quoi. Donc, ça pourrait améliorer ton pronostic à long terme. Et c'est plus on aura d'armes comme ça, plus ça va se diffuser dans le discours, on va dire global, mieux ce sera, parce que aujourd'hui le sport, c'est uniquement en France, hein, je parle, pour les gens qui aiment faire du sport, donc les passionnés, un peu plus peut-être pour ceux qui veulent maigrir, donc ils vont associer sport et régime dans le même truc. Très souvent, on va voir des gens qui disent j'ai arrêté les sauces et les sucreries et je vais courir tous les dimanches quand ils veulent perdre du poids. C'est ça en général ceux qui reviennent de loin. Quand on dit j'arrête les sauces et les sucreries, ça veut dire que c'était open bar tous les jours. Hein. Et ben c'est un peu comme ça. Ils vont mettre du sport, un peu de course à pied. Donc très souvent la course à pied est liée dans l'inconscient des gens à la perte de poids. Donc c'est bon pour la santé globalement cardiovasculaire d'aller au moins monter sur un tapis roulant. Alors j'imagine que si vous allez marcher tous les jours en nature, c'est encore mieux. C'est bon là, c'est plus facile pour les tests de labo, que ça soit sur tapis roulant plutôt que ce soit sur des déclarations de marche en nature, quoi, parce qu'on sait pas le rythme, etc. Là c'est beaucoup plus facile. Vous mettez admettons 6 ou 7 km/h pendant 30 minutes et vous êtes sûr d'avoir la même chose pour tout le monde, quoi. Sujet suivant. Donc, d'ailleurs, c'est un peu maigre en sujet durant l'été, mais c'est normal, hein. Tout le monde est en vacances, vous y compris, j'imagine. Donc, les pailles non, c'est pas celui-là. On va parler des pailles, d'ailleurs. On va parler de la taille de la poitrine et du sport. Donc, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Reconstructive Surgery révèle que la taille des seins a un impact significatif sur les habitudes d'exercice des femmes. Sur les habitudes d'exercice des femmes. Alors, attendez, parce que là, je comprends pas. Hop là, voilà, j'avais une petite faute. Donc, menée à l'université Flinders en collaboration avec Pacroon UK, l'étude a interrogé près de 2000 femmes en Australie, en Angleterre et en Afrique du Sud. Les résultats montrent que les femmes aux seins plus volumineux évitent souvent les exercices de haute intensité et participent moins fréquemment à des activités sportives en groupe. L'étude renforce les appels pour un accès plus facile à la chirurgie de réduction mammaire financée par les fonds publics. Toutes les 56 femmes ayant subi une réduction mammaire ont signalé une amélioration de leur qualité de vie et une plus grande volonté de faire de l'exercice. La chirurgie change leur volonté de faire de l'exercice, déclare le docteur Claire Baxter, auteur principal de l'étude. L'étude pointe également du doigt les obstacles à la chirurgie, notamment les restrictions liées à l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, dans certains États australiens et la loterie postale, alors je suppose que c'est, au Royaume-Uni, où l'accès à la chirurgie varie selon les régions. En somme, l'étude souligne l'importance de reconsidérer les critères d'accès à la chirurgie de réduction mammaire, non seulement pour le bien-être physique, mais aussi pour la santé mentale des femmes. Alors là, c'est vrai que, bon, alors je sais pas, je connais pas je sais pas si c'est le même prix de réduire que de faire grossir, parce que quand on réduit, du coup, il n'y a pas de prothèse, donc il y a les matériaux en moins, j'imagine que c'est peut-être moins cher, mais c'est surtout qu'au niveau santé, je peux comprendre que même, alors c'est pas la poitrine un peu généreuse que vous pouvez quand même comprimer avec les bons matériaux et faire du sport. Ça, c'est certainement les poitrines beaucoup trop généreuses qui deviennent handicap. Déjà, ça peut faire mal. Et en plus de ça, il peut y avoir une gêne du regard des autres, quoi. Quand on fait du sport, surtout comme ils disent à haute intensité, on se doute de pourquoi ça peut gêner, quoi. Pas besoin de faire un dessin. Et c'est vrai que bon, c'est un facteur de, comment on pourrait dire, de résistance supplémentaire que n'aurait pas, on n'y pense pas en fait forcément à parce que souvent quand on dit bon bah pour le sport
Il peut y avoir un peu de timidité, il peut y avoir le sentiment de pas se sentir à l'aise, de se sentir jugé parce qu'on sait pas faire les mouvements, qu'on est débutant, etc. Mais on pense pas à ce genre de choses et ça peut rajouter un frein supplémentaire à l'activité physique tout simplement. Donc déjà que les personnes sont un peu résistantes et puis souvent d'avoir une poitrine généreuse, très généreuse, forcément si la personne veut perdre du poids et qu'elle est en surpoids, ben c'est aussi en partie le surpoids est responsable en partie aussi de la poitrine généreuse. Donc du coup, il faudrait qu'elle perde du poids, mais perdre du poids engage à faire du sport et tout ça. Et bon, ça peut être un cercle vicieux où la personne ne peut pas se rendre au sport parce qu'elle est gênée. Ça la gêne. Elle est gênée psychologiquement et gênée physiquement par ça. Donc après, alors bon, je sais pas si financer machin par les fonds publics, là c'est pas en France, hein. Mais si on part du principe que c'est un problème de santé réel, je vois pas pourquoi on autoriserait des réductions, par exemple de l'estomac et tout, vous savez ce qu'on appelle le bypass gastrique, certains l'appellent le bypass de volonté. Alors pourquoi certains appellent ça le bypass de volonté? Parce que quand on vous réduit l'estomac, on fait un bypass, en tout cas on essaye de faire en sorte que l'individu ingurgite moins de calories par une action chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va vous réduire l'estomac, on va vous faire un pont entre une zone et une autre pour que l'assimilation soit moindre. Il y en a certains spécialistes appellent ça le bypass de la volonté, parce que finalement, c'est ni plus ni moins pour eux qu'une façon sans volonté, donc la seule volonté c'est d'aller se faire opérer, de perdre du poids, parce que la personne en fait physiologiquement elle aura moins faim, elle se sentira remplie, etc. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça aussi le bypass de volonté, parce que toutes ces personnes qui sont en fort surpoids, à un moment donné, quand les gens disent c'est pas de leur faute, ce qui n'est pas de leur faute, en fait, c'est qu'ils sont complètement devenus accros à la nourriture. C'est pas que hormonal ou génétique. Il y a très peu de pathologies qui rendent en surpoids. Et la génétique ne compte que très peu dans le nombre de facteurs qui conduisent au surpoids. Donc c'est aussi, alors la génétique je parle, hein, l'héritage génétique, je parle pas de l'épigénétique qui au contraire il y en a beaucoup, mais je parle vraiment de la génétique. Donc la volonté, c'est quelque chose imaginez quand vous êtes complètement, vous prenez un drogué, peu importe la drogue qu'il utilise, il faut fournir un effort de volonté hyper important pour être capable de se détacher de son addiction. Une personne en très fort surpoids, c'est une personne qui va consommer d'énormes quantités de nourriture parce qu'on fait pas 250 ou, enfin bon, il y en a qui montent au-dessus encore, mais on va dire on fait pas 130, 140, 150 kilos quand on mange que des brocolis. À un moment donné, c'est qu'on mange des aliments denses, riches, même si c'est jugé comme sain pour certains, comme des pâtes, du riz et tout, c'est avec des sauces, c'est des quantités astronomiques. Bon, et donc ça, c'est un effort de volonté que de réduire ses portions et tout. Pour beaucoup de ces personnes, la nourriture a pris une place énorme dans leur conditions de bien-être au quotidien. C'est-à-dire que c'est une source de mal-être dans le miroir, mais de bien-être psychologique. C'est un réconfort, etc. Et donc, du coup, ces chirurgies-là, ces opérations, moi, je les trouve légitimes. Je les voyais pas sous cet angle-là, mais depuis que je les vois comme un bypass de volonté, je peux comprendre parce que ce sont des personnes addictes. Et avant, on disait oui, mais c'est qu'une question de volonté. S'il y en a qui y arrivent, pourquoi tout le monde n'y arrive pas? C'est parce qu'on ne prenait pas en compte le facteur addiction en fait chez ces gens-là. Mais aujourd'hui, en reconnaissant ce côté addictif, on se dit ok, imaginez que c'est un petit peu comme de l'héroïne. Il faudrait se détacher de l'héroïne par la simple force de la volonté, seul chez soi comme ça, avec de l'héroïne partout dans ses frigos, ses placards et tout. Alors vous allez me dire oui, mais faut arrêter d'acheter les saloperies dans les placards, et je suis d'accord avec vous, c'est déjà un bon début, mais dès qu'on sort dans la rue, on se fait bombarder de publicité, il y en a partout, les fast-food, les machins. Donc, il y a je dis bien pas toutes, hein, mais certaines personnes qui sont vraiment, elles ont tout essayé, enfin voilà, c'est vraiment une addiction très profonde. Ces bypass, oui, ça me semble logique, puisque sinon derrière c'est la mort en fait, elles sont à un tel point que derrière c'est la mort, donc ça devient nécessaire. Là, pour ces personnes-là, alors on n'en est pas au même niveau là pour la réduction de la poitrine,
Mais quand même, si la personne, elle ne peut pas se rendre, enfin, c'est pas une notion esthétique là, c'est vraiment, comment dire, c'est psychologique, c'est un frein psychologique, et aussi, ben voilà, les poitrines trop généreuses, ben, ça peut faire mal au dos. Ça peut faire mal au sein aussi, hein, qui se balance énergiquement, et quand ça fait un certain poids. J'avais regardé les poids d'ailleurs, minimal, maximal, enfin minimal. Je sais plus si on était entre 450 et 750 grammes par sein. Quand on commence à avoir des seins relativement généreux. Mais bon, il faudrait que je revérifie ces chiffres. Bref, enfin moi, si ça peut aider, pourquoi pas, et que c'est justifié par un problème de santé, pourquoi pas. On rembourse des choses qui me semblent beaucoup moins légitimes parfois, donc pourquoi pas faire ça. Si ça peut permettre à plus de gens d'être en forme et de passer le pas du sport, pourquoi pas. Donc les pailles en papier écologique, ah oui, ça c'est un sujet qui m'a intéressé. Donc les pailles en papier dit écologiques pourraient être nocives pour l'environnement et la santé. Alors, vous avez dû remarquer ces dernières années là que on se met à voir des pailles quand on va au restaurant et qu'on prend un soft ou un truc comme ça. On va avoir une paille qui ressemble plus à une paille, qui se décompose, etc. Bon, il y en a dans des papiers dits écologiques, il y en a aussi qui sont en fibre de maïs, moi j'avais vu. Bon, c'est normal, hein, c'est pour les microplastiques, pour pas que ça se retrouve dans la mer. Et puis quand on voit l'éducation des gens, ou quand vous arrêtez sur une aire de repos, vous allez dans un endroit un peu sympa et que vous voyez des détritus de fast-food traîner à droite à gauche. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'au lieu d'éduquer les gens, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, enfin, police municipale ou police nationale ou peu importe, chope des gens qui balancent comme ça, il y a des pays où les gens, ils prennent des amendes copieuses, en fait. Et donc, du coup, ça décourage et c'est propre. Non. En France, nous, on attaque plutôt les industriels pour leur dire, regardez, à cause de vos produits que vous vendez, ça se retrouve dans la mer. Mais c'est pourquoi ça se retrouve dans la mer? Parce qu'il y a des gros cons qui balancent ça dans la nature. Donc, est-ce qu'on peut pas aussi attaquer les gros cons, d'abord? Aussi. Enfin, je veux dire 50-50. Bref. Vous allez me dire, mais il y a une loi, on n'a pas le droit, on prend une amende, sauf que c'est jamais fait. Enfin, les gens n'ont pas peur de jeter un détritus dans la rue. Si ça se saurait sinon. Et combien d'emballages, là, vous savez, les petits films en plastique de paquets de clopes passent par les vitres des bagnoles aussi. Bref. Donc une étude récente a révélé que les pailles en papier, souvent promues comme une alternative écologique aux pailles en plastique, contiennent des produits chimiques potentiellement toxiques et durables appelés PFAS. Donc ces produits chimiques, surnommés chimiques éternels, sont associés à divers problèmes de santé tels que les réactions réduites au vaccin, des maladies thyroïdiennes et certains types de cancers. Moi, j'appelle ça globalement des perturbateurs endocriniens aussi. Les chercheurs belges ont analysé 39 marques de paille et ont découvert que la majorité d'entre elles contenaient des PFAS, en particulier celles en papier et en bambou. Ces produits chimiques sont utilisés pour rendre les produits résistants à l'eau, à la chaleur et aux taches, mais ils persistent dans l'environnement pendant des milliers d'années. Bien que les concentrations en PFAS dans les pailles soient faibles, leur accumulation dans le corps humain peut poser des risques pour la santé. Les chercheurs conseillent aux consommateurs d'utiliser des pailles en acier inoxydable ou simplement d'éviter d'utiliser des pailles. Et c'est la solution la plus simple. Pas de paille, quoi. Et c'est pareil, ces trucs qu'on vous met dans les softs, là, quand je vais au restaurant, moi j'aime bien prendre un Coca Zéro, un Pepsi Max, ou un truc, une boisson light comme ça, fraîche avec des glaçons. Ils nous foutent toujours le truc en plastoc dedans pour touiller, là. Bah, déjà, je sais pas dans quel truc il a été avant, mais c'est surtout que le truc, c'est en bon plastique, là. Heureusement que c'est pas une boisson chaude, quoi, parce que là, on se retrouve à un soft au perturbateur endocrinien. Bref. Mais c'est vrai que les pailles en acier inoxydable, bah, ça peut être une alternative, hein. Mais sinon, moi je prends systématiquement l'habitude, quand le truc arrive sur la table, j'enlève paille et machin, quoi, et les espèces de touillettes, quoi. Mais bon, si en faisant un geste pour l'écologie, on se blinde de perturbateurs endocriniens, c'est pas gagné, quoi. C'est pour ça, dites-vous toujours. J'ai fait des cours là-dessus, hein, des cours de vulgarisation sur tous les perturbateurs endocriniens. Allez voir le site, vous verrez. Mais un réflexe simple, mais tout ce qui est entre l'aliment brut, tout ce qui va
toucher l'aliment de sa récolte jusqu'à votre tube digestif, il faut essayer de faire attention. C'est-à-dire que quand vous avez un morceau de viande, par exemple, déjà le morceau de viande, le papier dans lequel il est stocké, je suis pas certain que ça soit dépourvu de... Vous savez, vous allez chez le boucher, alors c'est rare, hein, parce que le boucher, ça coûte un bras. Mais il est dans un espèce de papier, là, un peu brillant d'un côté, mat de l'autre. Je serais curieux de savoir la teneur en perturbateurs endocriniens de ce genre de papier. Les tickets de caisse sont très chargés en perturbateurs endocriniens. Si vous mettez vos aliments dans un tupperware en plastique, enfin bon, toutes ces choses-là, pareil, si vous avez un autocuiseur et que vous n'avez pas fait gaffe, votre autocuiseur, les bacs sont en plastique. Alors, garantie sans BPA, ça reste quand même du plastique. Donc, toutes ces choses-là, il faut essayer de se dire, ok, déjà, je vous donne un conseil, à chaque fois que vous achetez un nouvel équipement de cuisine, essayez de l'acheter soit en inox, enfin une matière inerte, du verre, de l'inox, voilà quoi. Que ça soit les couteaux, que ça soit toutes ces choses-là. Alors, je pense pas qu'il y ait des couteaux en plastique, quoique, peut-être que ça existe, mais ça m'étonnerait. Essayez de prendre que des choses inertes, que ça soit les poêles, pareil, et même les appareils, vous savez, les robots de cuisine et tout, vous pouvez maintenant trouver avec des bols en inox, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas souvent, mais c'est pas souvent multiplié par toute une vie, ça fait quand même beaucoup. Donc ça, plus ça, plus ça. En fait, on sait, il y en a tellement déjà au niveau volatile, dans les produits d'entretien de la maison et tout, que ça sert à rien d'en rajouter. Dans la bagnole, vous en avez, les matériaux à l'intérieur d'une voiture et tout. Bon, je vous dis les choses, si vous savez toutes ces choses-là, enfin, quand on n'a plus envie de rien faire, quoi, on se dit, attends, je vais prendre une maison sur le plateau du Larzac et je vais m'acheter une bagnole, une Jeep avec le maximum de métaux et le minimum de plastique et voilà. Mais bon, c'est pas non plus un mode de vie souhaitable pour tout le monde, ça marchera pas, quoi. Mais bon, je reviens sur mes pailles. Ne pensez pas faire un geste sain en achetant vos pailles écologiques. Les seules pailles éco, c'est les pailles en acier inoxydable, en tout cas éco-santé, on va dire, parce que vous les balancerez pas parce que ça coûte cher, et donc vous aurez la même pendant longtemps, et surtout votre organisme vous remerciera. C'est un petit peu, vous savez, comme le lait. Les gens disent, moi mon lait il est super, machin, c'est un lait bio, de ferme, vache nourrie à l'herbe et tout, donc pas de problème. Ouais, mais en fait, ton lait quand il a été récolté, il est passé par quelle tirette aller là? Est-ce que c'est une tirette en plastique? Les tubes après c'était en plastique, c'était en inox, c'était comment? Le seau il était comment? Parce que ça sort tiède de l'organisme de la bestiole. Donc là, il y a de l'erreur 404 qui traîne, quoi, quand on leur pose ce genre de questions. Donc bon, on ne peut pas se prémunir de tout, autant faire le nécessaire, au moins chez nous, pour éviter de surcharger. C'est ce que je dis tout le temps, quoi. Donc un bon mélange pour les... Alors bon, c'est un article sur les smoothies, là, je passe à un autre article. Alors, le bon mélange pour des smoothies aux fruits bénéfiques pour la santé. Alors vous savez qu'il y avait eu alors là, on parle pas de jus de fruits, hein, attention, on parle de smoothies. Les smoothies, c'est différent, on va voir. Donc les smoothies sont une manière délicieuse et pratique d'incorporer des fruits et légumes essentiels à une alimentation saine dans son alimentation de tous les jours. Cependant, tous les mélanges ne se valent pas. Une étude menée par l'Université de Californie à Davis révèle que la combinaison d'ingrédients peut influencer la valeur nutritionnelle des smoothies. Je vais pas y arriver. Donc cette recherche publiée dans le journal Food and Function de la Royal Society of Chemistry a examiné comment l'enzyme polyphénol oxydase affecte l'absorption des flavanols, bénéfiques pour le cœur et la cognition. Donc les résultats sont surprenants. Un smoothie à la banane riche en cette enzyme réduit de 84% les niveaux de flavanol dans le corps par rapport à un témoin. Donc Javier Ottaviani, l'auteur principal, souligne l'importance de la préparation alimentaire sur l'absorption des composés. Pour ceux qui cherchent à consommer des flavanols, il est recommandé de mélanger des fruits riches en flavanols, comme les baies, donc les baies sauvages, avec des ingrédients à faible activité de polyphénol oxydase, tels que l'ananas ou le yaourt.
En revanche, les bananes restent excellentes pour la santé, mais il est préférable de ne pas les combiner avec des fruits riches en flavanol. Donc en gros, ils disent que tous les smoothies se valent pas et que mieux vaut plutôt, si vous voulez profiter des polyphénols, etc., de plutôt vous tourner vers des... Vous savez, les petits fruits. De toute façon, les petits fruits, les baies sauvages, vous restez sur des baies, comme ça, c'est très bien. Si vous avez des yaourts que vous faites maison, riches en probiotiques et tout, ben pourquoi pas. Alors, je connais pas exactement la différence entre... Ah, il faut que je vous la trouve. La dernière fois, on m'a posé une question, mais quelle est la différence entre un jus de fruits, un milkshake et un smoothie? Alors, entre le jus de fruits et le smoothie, j'ai plutôt réussi à expliquer, et le milkshake, bon, déjà, milk, donc lait, forcément, j'avais un peu plus de mal, c'était pas clair, quoi. Donc, du coup, je vais vous dire la différence, parce que c'est important de le savoir. Donc, le jus de fruits, généralement fabriqué uniquement avec des fruits pressés ou mixés, texture très liquide, sans pulpe, avec une pulpe limitée. Donc, méthode de préparation, les fruits sont pressés ou centrifugés pour extraire le jus. Les smoothies. Donc, les ingrédients, les smoothies sont fabriqués à partir de fruits entiers et parfois de légumes, mixés et peuvent également contenir du yaourt, du lait ou d'autres liquides comme du jus ou de l'eau. Certains ajoutent également des protéines, des graines, comme les graines de chia ou de lin, et d'autres, ce qu'ils appellent super aliments. La texture, donc, elle est plus épaisse et pulpeuse. Les smoothies conservent la fibre des fruits, contrairement au jus qui l'élimine. En tout cas, il n'y a pas l'intégralité du fruit dedans, quoi. Méthode de préparation, les fruits avec d'autres ingrédients sont mixés dans un mixeur jusqu'à obtenir une consistance lisse. Maintenant, on a les milkshakes aux fruits. Donc les ingrédients, un milkshake traditionnel est une combinaison de lait, de crème glacée et de parfums ou d'ingrédients ajoutés comme des fruits, du chocolat, etc. Donc là, on n'est pas obligé de mettre du fruit, ça peut être des parfums, et puis il y a d'autres ingrédients. La texture est crémeuse en raison de la crème glacée et la méthode de préparation, les ingrédients sont mélangés dans un mixeur jusqu'à obtenir une consistance lisse. Donc là, vous pouvez faire la différence et les smoothies, évidemment, Alors yaourt, moi je suis pas contre si c'est un yaourt riche en probiotiques qui aura bouffé tout le lactose, moi je le tolérerai, ça passe. Si par contre c'est un yaourt un peu standard comme ça, je vais me taper peut-être un peu trop de lactose et je le digérerai pas. Mais pourquoi pas, ça peut rajouter même quelques grammes de protéines. Alors ça sera pas beaucoup, 3, 4, 5 grammes de protéines dedans, quoi. Mais ça donnera peut-être un petit peu de texture, un peu de probiotiques également. Mais vous pouvez vous faire des smoothies comme ils disent, avec des légumes, c'est-à-dire de mixer, je sais pas moi, beaucoup de myrtilles avec du yaourt et un peu de feuilles d'épinards, par exemple, ça peut se faire. Je dis pas que ça sera bon au goût. Et moi, personnellement, je le fais pas. Je vous le dis honnêtement. Quand j'en fais, c'est très très rare, mais j'en fais quasiment jamais. Je préfère à la limite manger les épinards en salade et de manger les fruits comme ça à croquer, parce que quand j'ai faim, je préfère croquer quelque chose que de le boire. Mais bon, ça après c'est individuel. Mais au moins vous pouvez faire la différence et vous pouvez voir que si vous mettez un peu du tout et n'importe quoi dans votre smoothie, vous pouvez en perdre les avantages et en avoir que les inconvénients, c'est-à-dire les calories, quoi. Donc faites gaffe, notamment si vous voulez profiter de vous faire des trucs comme ils disent super riches en polyphénol, machin avec un peu de fruits rouges et que vous mettez une banane pour avoir un peu de texture, bah c'est dommage d'en perdre les avantages et d'avoir que les inconvénients. Donc préférez un autre liant, parce que la banane est souvent utilisée comme liant et sucrant dans ce genre de préparation, et je le sais, hein, puisque c'est très souvent les gens mettent une banane dans leur smoothie parce que ça sauve un peu tout, mais le problème c'est que ça pénalise aussi l'absorption de ce qu'il faudrait avoir, quoi. Bref, oui, la FAQ 27, comme je vous disais tout à l'heure, donc elle est toujours disponible. Allez voir les liens en note là de ce podcast. Alors ça a un peu changé sur Apple Podcast, maintenant, ils l'ont complexifié un peu, mais si vous cliquez sous le truc, vous arriverez à trouver. Donc ce que vous allez savoir dedans, les questions que je traite, je vais vous les dire. Comment perdre du poids en travaillant de nuit et en dormant très peu? Que penses-tu des élastiques pour te muscler? Après plusieurs blessures et un jeûne intermittent mal maîtrisé, comment retrouver une taille fine? Comment gérer les fringales dues au cycle menstruel? Comment limiter les effets hormonaux des cycles menstruels chez la femme? Rétention d'eau, fringales, fatigue. Quelle boisson recommandes-tu pour l'entraînement? Comment gérer la perception des différences physiques en société, surtout lorsqu'on est plus entraîné que la moyenne? Les chewing-gums avec édulcorants rompent-ils le jeûne intermittent? Faut-il réduire
les calories les jours de repos? S'entraîner quotidiennement depuis 2 ans est-il malsain ou est-ce une forte discipline? Quelle est ton opinion sur la calisthénie surtout pour quelqu'un de 45 ans pratiquant aussi de la musculation? Pour les deltoïdes antérieurs, vaut-il mieux utiliser une prise marteau ou une prise pronation? Comment obtenir une réponse personnalisée à une question? Devrais-je prendre de la mélatonine pour améliorer mon sommeil? Pour un entraînement de 30 minutes par jour, vaut-il mieux un split ou un full body pour la prise de masse musculaire? Et pour une pause déjeuner d'1 heure avec une séance de muscu, est-il préférable de marcher ou de faire une sieste? Voilà. Donc c'est les questions qu'on aborde dans la FAQ 27 partie 3. Vous avez le lien et aussi de la 1 et de la 2 et puis voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et à tout de suite si on se retrouve dans les notes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.